cette émission du 7 août de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la corruption systémique et endémique dans le domaine de la santé. Rappelons-nous pour commencer de ce qui nous a été dit. D'abord qu'il fallait faire confiance aux scientifiques, ainsi qu'au gouvernement et à leurs autorités de santé, ainsi bien sûr qu'aux compagnies pharmaceutiques qui travaillaient d'arrache-pied pour trouver les moyens de nous protéger de la terrible épidémie en cours. Tout ceci en prétendant qu'il y avait un consensus scientifique en faveur de mesures de contrainte en réalité absurdes et destructrices, au sujet de l'inutilité prétendue des traitements précoces, et de l'efficacité et de la sûreté des injections géniques expérimentales présentées comme des vaccins. Ceci dit, qu'en est-il réellement ? Le sujet que je vais aborder aujourd'hui et que je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années constitue ce que l'on appelle en anglais un éléphant dans la pièce, an elephant in the room. Que veut dire cette expression ? C'est un problème énorme dont tout le monde est au courant mais que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Et donc se comporte comme s'il n'existait pas. Pourquoi ? Parce que la gravité, la sévérité et la systémicité de la corruption dans le domaine de la santé est un constat généralisé. Alors je vais vous donner quelques exemples, mais je pourrais en sortir 2000. Voici une tribune publiée par l'ancienne ministre de la Santé de l'Équateur, qui est également experte en santé publique, dans le Lancet, en 2019, dans lequel elle dit, mais est-ce que tout le monde sait que la corruption est complètement intriquée à l'entier des systèmes de santé ? Elle témoigne pendant toute ma vie en tant que chercheuse, en tant qu'experte, en tant que ministre de la Santé, j'ai pu voir la malhonnêteté et la fraude à chaque coin de ces phénomènes, mais malgré cela, et malgré que ce soit un des principaux obstacles au fait de pouvoir implémenter des politiques de santé authentiquement en faveur de l'intérêt de la population, on parle très rarement de ce problème de corruption. Le rapporteur de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, en 2017, a dit le secteur de la santé est un des plus corrompus au monde et il faut accorder une protection particulière aux lanceurs d'alerte qui font l'effort de signaler les problèmes qu'ils se posent. On a pu voir depuis 3 ans comment des lanceurs d'alerte comme Christian Perron, Didier Raoult ou votre serviteur ont été protégés effectivement par les autorités par rapport à tout ce que nous soulevions. La Commission européenne elle-même, dans un rapport qui est devenu difficile à trouver sur Internet depuis 2 ans, tiens, un rapport datant de 2014 portant sur la corruption, soulignait aussi le secteur de la santé est un secteur dans lequel la vulnérabilité à la corruption est généralisée, les commissions occultes et la corruption dans les marchés publics et le secteur pharmaceutique demeurent préoccupants. Alors, 9 ans plus tard, où en sommes-nous ? On sait qu'il y a eu des énormes problèmes au niveau de la Commission européenne, et notamment de sa présidente, Ursula von der Leyen, qui a négocié sans prérogative et de manière totalement opaque des contrats avec les compagnies pharmaceutiques. Le New York Times lui-même a porté plainte contre Ursula von der Leyen pour pouvoir avoir accès aux échanges de textos avec M. Bourla. On sait effectivement que la connivence et les liens extrêmement proches qui unissent Ursula von der Leyen, Bill Gates et Albert Bourla, le CEO de Pfizer, donnent quand même une impression de consanguinité et de collusion, à tel point qu'un éditorialiste d'Europe 1 a même trouvé ce joli sobriquet Ursula von der Pfizer. Michèle Rivasi, très vaillante députée européenne à Bruxelles, elle relève que la Cour des comptes a fustigé la Commission pour l'opacité des négociations. Alors à Bruxelles, on fustige, mais il se passe rien. Donc voilà, c'est des gesticulations, mais qui quand même soulignent qu'il y a un lézard. Et Michèle Rivasi relève que les conflits d'intérêts, le pantouflage, c'est-à-dire les allers-retours entre l'industrie et les agences de surveillance. La directrice actuelle de l'Agence européenne du médicament était auparavant chef des lobbyistes des compagnies pharmaceutiques à Bruxelles.
La corruption, les scandales se multiplient et entachent les institutions européennes. Il est urgent qu'un organe d'éthique indépendant et fort soit créé. Pendant ce temps-là, des citoyens portent des plaintes pénales contre Ursula von der Leyen pour ce qui ressemble effectivement à de la corruption, avec une usurpation de fonctions et de titres, prise illégale d'intérêts et de corruption. Par contre, on voit que les chefs des différents partis du Parlement européen bloquent l'examen public et donc l'audition d'Ursula von der Leyen sur ses contrats avec la compagnie pharmaceutique. Et les médias français, suisses, belges, font l'omerta sur ces situations que nous soulevons en faisant semblant qu'il n'y a absolument rien, c'est-à-dire en cachant ces réalités à la population. Tout ceci en sachant qu'aujourd'hui la corruption est un énorme problème au niveau de l'Union européenne. D'après Euractiv, qui est un site évidemment très sérieux, une évaluation a été faite par différentes ONG spécialisées dans ces questions, montrant que le coût pour l'Union européenne de la corruption annuel approche des 1000 milliards d'euros. Et Paul Baldwin, qui est un grand éditorialiste britannique, lui relève la Commission européenne actuelle, dirigée par Ursula von der Leyen, est la Commission européenne la plus corrompue de l'histoire de l'Union européenne. Tout en sachant qu'un problème identifié à l'intérieur de cette corruption, évidemment, est l'influence démesurée des Big Pharma sur l'Union européenne. Bon, ça ne nous avait quand même pas tout à fait échappé. Alors il faut savoir que le centre d'éthique Edmond Safra de l'université de Harvard a conduit un chantier de recherche pendant 3 ans sur la question de la corruption institutionnelle et notamment en lien avec l'industrie pharmaceutique. Et ce que la plupart des gens peinent à comprendre quand on évoque la corruption dans le domaine de la santé, c'est que c'est pas forcément de la corruption qui passe entièrement par des bakchiches, par des enveloppes occultes, par des arrangements, même s'il y a bien sûr de cela et même beaucoup de ça. Cela dit, l'essentiel de la corruption est systémique. C'est-à-dire qu'il s'agit de pratiques répandues qui ne sont pas toutes illégales, mais qui ont comme finalité de saper les objectifs et l'intégrité d'une institution ou des politiques de santé. Et comme le soulignent les auteurs de ces recherches, ces pratiques en viennent à corrompre la recherche médicale, la production de connaissances, donc la publication scientifique, la pratique de la médecine, la sécurité des médicaments, et la surveillance du marketing pharmaceutique par les autorités de santé. En d'autres termes, cela pollue et détériore l'entier de la finalité du secteur qui n'a plus comme priorité la santé et la sécurité de la population, mais les intérêts économiques de l'industrie pharmaceutique. Et donc, les auteurs ont analysé comment les entreprises pharmaceutiques ont trouvé des moyens d'influencer et de corrompre la recherche et la publication, les entreprises et organisations clés qui influencent les choix cliniques des médecins, et beaucoup notamment les sociétés médicales, mais également la formation universitaire, et puis en utilisant des médecins en vue qu'on appelle des Key Opinion Leaders, ceux qui font exemple pour leurs pairs et qui, eux, souvent touchent sur des comptes offshore des versements de plusieurs millions d'euros de manière totalement occulte. Et c'est ça vraiment la clé à comprendre. Lisons la conclusion de cet article. Les praticiens, donc les médecins eux-mêmes, peuvent penser qu'ils utilisent des informations fiables pour s'engager dans une pratique médicale saine, alors qu'ils s'appuient en réalité sur des informations trompeuses. Ils peuvent alors prescrire des médicaments inutiles ou dangereux pour les patients. De même, les patients et le public peuvent croire que les organisations de défense des patients représentent efficacement leur intérêt, alors que ces organisations les négligent en réalité.
Et ça, c'est la grande clé. C'est que bien sûr que l'immense majorité des médecins et des chercheurs ne sont pas corrompus au sens traditionnel du terme. Par contre, ils baignent dans un écosystème dont ils n'ont pas conscience et face auquel ils sont leurrés. Et donc, quand les médecins, par exemple, insistent auprès des patients pour qu'ils acceptent de recevoir une expérimentation médicale, pour prendre un exemple récent, ils le font de bonne foi, mais sans s'apercevoir de la réalité de ce à quoi ils participent. Alors, la réalité de tout ça, Transparency International, qui est une grande ONG de référence solide et sérieuse, c'est que, effectivement, les pharma et les gouvernements ferment les yeux sur la réalité de la corruption. Les médias en parlent un peu comme, c'est intéressant, en Suisse, le 10 septembre 2020, donc en pleine crise Covid, Temps Présent, qui est un magazine de référence en termes de documentaire, a publié un reportage sur Big Pharma, main basse sur les médicaments, disant la bataille contre le Covid fait rage et exacerbe l'appétit des compagnies pharmaceutiques. Big Pharma est aussi puissant que les États et peut décider des politiques de santé des gouvernements, parfois au détriment de la santé des malades, comme en témoignent des patients victimes des effets secondaires. Ah, chic, me direz-vous, un point de vue critique. Sauf que la radio-télévision suisse n'a jamais au cours des 3 ans abordé la question des manipulations autour de la crise Covid. Même chose pour complément d'enquête. Récemment en France, au mois de mai 2023, une édition consacrée à Pfizer qui a peur du grand méchant labo, mais où on ne va jamais au fond des choses. On s'arrête, on a pu dire oui, tout n'est pas tout rose au pays des pharmas, regardez, on est capable de porter un point de vue critique, mais sans aborder le cœur du problème. Que par contre, le British Medical Journal, la moins corrompue des principales revues médicales, a énoncé aussi clairement qu'il est possible, dans un éditorial datant du mois de novembre 2020, je cite, « La science est actuellement réprimée pour des raisons politiques et financières. Le Covid-19 a déclenché la corruption de l'État à grande échelle et elle est nuisible à la santé publique. » Et la conclusion est aussi explicite qu'il est possible. Ils font le parallèle. La politisation de la science a été déployée avec enthousiasme par certains des pires autocrates et dictateurs de l'histoire, et elle est maintenant monnaie courante, malheureusement, dans les démocraties, chez nous. Le complexe médico-politique tend à supprimer la science pour engraisser et enrichir ceux qui sont au pouvoir. Le complexe politico-médical tend à supprimer la science pour engraisser et enrichir ceux qui sont au pouvoir. Et, à mesure que les puissants deviennent plus prospères, plus riches et plus intoxiqués par le pouvoir, les vérités dérangeantes de la science sont supprimées. Et, concluent les auteurs, lorsque la bonne science est supprimée, les gens meurent. C'est ce que nous avons vécu. Cet éditorial n'a servi à rien, c'était un coup d'épée dans l'eau, ça n'a été repris par aucun média, ça n'a été relevé par aucun groupe politique dans aucun parlement, et donc, comme le suggère ce petit dessin humoristique, l'éléphant dans la pièce a encore du souci à se faire, vous voyez, il est en psychanalyse et il dit « Parfois, même quand je suis là, debout, en évidence, au milieu de la pièce, on dirait que personne ne fait attention à moi. »